Salut à tous et bienvenue pour ce 24e numéro de Vressaz Radio. Alors je vais pas faire d'intro rigolote ou pas, après la nouvelle qu'on a appris la semaine dernière, que vous avez dû entendre, le petit hommage qu'on a fait en petit début pour Thierry Roland. Alors on va de suite s'attaquer aux personnes qui sont avec moi ce soir. Je suis avec Brousty, qui sera mon co-animateur ce soir. Ah bon? Oui, J'apprends la promo, hein, c'est bien, je suis ça passé prend dans la nouvelle Vincent. en direct. Youpi! Par contre, tu seras payé pareil, hein. C'est-à-dire rien. Oh, bah ça, je suis habitué alors, hein. Avec, salut à tous. Salut Orbas du coup. Bah, salut, hein. Et je tiens à préciser que les Coréens, c'est tous les mêmes. Ils font tous 1m65, sont bruns. Et que s'il y a 2 lits sur le terrain, c'est que c'est un grand appartement. Voilà. Vincent du coup. Salut Vincent. Oui, bah salut, je viens d'apprendre que je me suis fait piquer mon poste par Brousty, je suis très heureux. Euh, MP. Alors, est-ce qu'MP reste sur le chat ou pas? Ça, c'est une question que je sais pas. MP n'a pas l'air d'être au micro encore, donc. D'accord, bon, ben tant pis, alors on va de suite accueillir Norbert Feuillant, qui est notre invité ce soir. Salut à toi, Norbert. Salut, merci, c'est un plaisir, un honneur, blablabla, c'est gentil les enfants, merci. Ça fait plaisir. Franchement. Ah bah oui, surtout un commentateur d'une fédération que Gus ne connaît pas du tout, alors c'est pas mal ça. Ok, j'attendais que Gus réplique, je sais pas si Ben oui, moi aussi en Ah fait. non, c'est pas Gus. Gus, il a l'air d'un peu. Ah, il est au téléphone. Ah, bah voilà. Ah bravo, Eh ben, bah, parce que moi je m'en doutais qu'elle allait vous répliquer, voyez, mais bon. Excusez-moi, alors on va passer à la Eh, discussion. on n'en a rien. Nous- Non, Gus, tu dégages. Gus, tu dégages, c'est Brousty qui commente. C'est Alors, Brousty oui. qui fait l'animateur. T'es viré. Alors Norbert, ça j'aime donne ça. toujours ça, on a toujours des intros un peu poussives, après petit à petit, on est un peu mieux quand le podcast avance, quoi. Alors la liste des sujets, alors je vous disais, donc on va bien évidemment interviewer Norbert qui est ici avec nous ce soir. On va également parler de No Way Out, on va parler également de NXT qui a eu un renouveau complet, un relooking même. Dès cette semaine, et on va parler de quelques brèves, on va parler de Randy Orton. Allez, c'est parti, un petit jingle de Brousty et on revient après ça pour parler pour l'interview de Norbert Feuillant, c'est ça. Oui. Bon, mais Norbert, merci d'avoir accepté notre invitation. Oh bah de rien, ça me fait plaisir, merci à vous. Ben, de rien, on pense à toi depuis quelque temps. Oh, c'est mignon. C'est Non, c'est vrai, Gus. ça faisait quelques temps que. Gus, franchement, c'est mignon. Non, non, sans déconner, ça faisait quelques temps que je pensais à toi comme invité. Maintenant, c'est chose faite. Donc, je suis très content que tu aies accepté cette invitation. Oh, bah, je sais pas pourquoi j'aurais dit non. Oh, il y en a qui disent non. Hein. Ah bon, qui a dit non? Il y en a qui répondent même pas. Enfin, c'est surtout ça. Donne des noms, vieux, donne des noms. Ah non, je peux Si pas. jamais un jour Non. tu dises oui, faudrait mieux pas le dire maintenant, tu vois. Oui, voilà. Ouais, ok, on reste en politique correcte. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Alors, on va poser la première question. Je crois que Pierre avait une question, enfin, Orbaz avait une question plutôt. Ah vas-y, encore une fois, putain, il y a tout le monde qui brise le kayfabe avec moi, hein, franchement. Non, Ça a changé moi de c'est nom. parce que voilà, je connais pas la Dragon Gate et tout, donc je sais pas si vous présentez un peu le style de la fédération. En gros, c'est parce que bon, et c'est pas forcément la fédération la plus connue. Alors, enfin voilà, quoi. Oui, alors j'ai oublié de préciser, je viens de m'en rendre compte, que Norbert est le commentateur pour manga de la Dragon Gate Pro Wrestling. C'est une fédération Vous voyez japonaise. que Gus c'est un bon animateur. J'avais Pardon. oublié de le préciser, excusez-moi. Alors à toi Norbert. Que dire, Dragon Gate, bon, si elle n'est pas forcément connue, je sais même pas pourquoi elle n'est pas connue en France. Moi, je l'ai découverte via des recrutements de Gabe Zapolsky à la Ring of Honor, puis après, quand il a monté la Dragon Gate USA, je crois que c'était en 2009, avec Unbreakable, qui est d'ailleurs un show que je conseille à tout le monde, le premier show de la Dragon Gate USA. On aime bien dire généralement que c'est une sorte de mélange entre la lucha libre et le puroresu. C'est une sorte de, c'est Ultimo Dragon qui avait monté. Je sais pas si tout le monde ici est sensibilisé à Ultimo Dragon parce que c'est pas un catcheur qui a été
aux États-Unis très médiatisé à part la WCW il y a quelques. Et ça me dit quelque chose quand même, The Ultimate Dragon. Ah oui, grand talent quand même, High Flyer, par exemple. Ouais. Il avait Ça, pas ça mal marche. fait de combat à la WCW à l'époque de Nitro, et puis il y a ce fail extraordinaire de lui à WrestleMania 20. Je sais pas si vous le connaissez, enfin bon bref. Il avait monté une promotion qui s'appelait Thor Human, il y a formé des tas de mecs comme Sima et consorts. Et la Dragon Gate Pro Wrestling, c'est déjà une niche, je dirais, dans le Pro Wrestling, c'est une promotion à part, dans ce style à part, si on est très habitué au catch américain, qui mélange l'intensité puro et la lucha libre. Donc c'est comme ça que je vais me présenter Dragon Gate Pro Wrestling. Ça s'arrête jamais, c'est beau à regarder. Voilà. Bah, écoute, Ah oui, d'ailleurs, dans le podcast Indie West, on en avait parlé un peu d'un show de la Dragon Gate USA, ouais. Ouais, c'est vrai que je saurais que trop conseillé, on va dire, vu la qualité des catcheurs qu'il y a, donc... ça fait combien de temps maintenant que le programme a commencé sur Manga? C'est depuis mars 2011 que Ouais, ça fait déjà un an. Ça fait un peu plus d'un an. Mais Ça passe vite quand même, le temps. la première saison vient de se terminer. Ah, mais voilà, mais c'est bien. Pardon Et c'est à quelle fréquence les shows, à peu près? On présente une émission par semaine, tous les samedis à 19h25. Ah d'accord, ok, c'est un show de combien de temps? 1 heure ou un peu plus? C'est des shows de 45 minutes à 1 heure. C'est généralement c'est des combats entiers, de pay-per-view et d'autres shows qu'on proposait Dragon Gate Pro Wrestling il y a 1 ou 2 ans. Et Manga, c'est la seule chaîne en Europe qui diffuse du pro wrestling. J'aime bien aussi me vanter de ce Ah, bah, plaisir. c'est sûr que c'est une exclusivité européenne, c'est encore plus classe, quoi. Ouais, c'est classe. Ouais, c'est hyper classe. Ouais. Je voulais savoir ce que tu avais fait comme études pour en arriver là, ou Aucune. parce que je sais que Sylvain Guernalec, lui, était allé à vivre à Londres, à faire une fac à Londres, avait fait quelque chose pour la WWE pour ses études de enfin pour ses diplômes de fin d'année. Et toi, je voulais savoir si tu avais fait quelque chose du genre ou. Non, rien du tout. Moi, j'ai un doc d'anglais, j'ai fait une licence de sciences de l'éducation, rien à voir avec. Ah oui, il n'y a rien à voir avec le catch. Là. Non, j'ai participé à un casting que Manga a proposé. C'était début d'année 2011 et je l'ai remporté. Et puis c'est à peu près tout ce que j'ai fait pour en arriver là. Et puis bon, je sais pas jouer, mais je suis pas. Je suis aussi. J'ai d'autres fonctions que commentateur à la Dragon Gate Pro Wrestling dans le catch en France. Donc, moi, je viens pas de la télévision du tout. Je viens du catch. Ah oui. Ah ben ça on le sait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on t'invite, c'est pour que tu puisses t'exprimer. Tu travailles pour quelle fédération en France déjà? J'ai oublié le nom, je l'avais en tête il y a encore 5 minutes, mais là je l'ai plus. Je suis booker de l'association N-Catch. Ah oui, N-Catch, ouais, c'est ça. Ouais, que je dirige avec Philippe Marcignac et Ludivine / Oksana. Voilà. MP, je crois que MP avait une question à poser sur le chat. Ben, je voulais savoir quel était vraiment le délai avec les émissions de la Dragon Gate au Japon. Alors, il est gros. C'est un gros délai. Excuse-moi de t'avoir coupé. Je crois que tu avais fini ta question, MP. Je suis navré. Ben oui, je voulais juste savoir, dans le fond, c'est des Infinity. Je crois que ça s'appelle comme ça, les émissions de la Dragon Gate au Japon. Et des pay-per-view, des matchs de pay-per-view que vous présentez. Alors, on présente des matchs de pay-per-view et des extraits de Show Infinity. Et le décalage est assez gros parce que AB, donc le groupe qui possède la chaîne Manga, qui possède également RTL9 et AB1 entre autres, a commencé les négociations avec Dragon Gate en 2009. Donc c'est-à-dire que début 2011, on présentait des shows de milieu 2009 pour commencer. Donc on a un gros retard là-dessus. Mais encore une fois, c'est pas trop gênant, ça n'a pas empêché Dragon Gate Pro Wrestling d'être la plus grosse audience une bonne partie de l'année 2011 sur Manga, donc c'est plutôt positif. En réalité, ça montre qu'il y a quand même un public potentiel de non-aficionados au catch qui regardent l'émission également. Voilà. Et est-ce que le contrat qui vous lie avec la Dragon Gate va durer encore pour plusieurs années? Est-ce que Manga... Alors, là, j'ai pas de détails sur... il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de deuxième saison à partir de septembre. Là, on va passer des rediffs à partir de cette semaine, jusqu'au mois de septembre. Et j'ai pas encore de mots officiels de la chaîne Manga ou du groupe AB pour relancer la seconde saison en septembre, mais il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas en tout cas. J'ai pas de
Moi, j'ai pas d'informations en interne sur les liens entre AB et Dragon Gate ou Gaora qui présente la Dragon Gate. Et au niveau des audiences sur la chaîne manga, tu sais à combien à peu près vous êtes ou pas du Non, tout? non, j'ai pas de chiffres. T'as pas de chiffres? J'ai pas de chiffres. dommage. Je sais qu'on était la meilleure audience de la chaîne pendant pas mal de mois en 2011, notamment à l'automne dernier. Ah ben, ça sent plutôt bon pour rester, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je vois pas de raison éventuelle qui ferait qu'on soit déprogrammé. Je suis surtout content qu'on ait, parce que les gens sur Internet sont jamais ceux qui sont contents, ceux qui s'expriment. C'est toujours ceux qui se plaignent. Et d'après ce que j'ai compris des gens qui sont venus nous soutenir, ce sont beaucoup de gens qui découvrent vraiment le Puroresu et pas spécialement des smarts du catch en France qui s'y sont intéressés. Voilà, notamment parce que Manga est une chaîne payante. C'est le problème de là pourquoi je ne regarde pas le Dragon Gate parce que oui, malheureusement j'aimerais bien pouvoir le regarder pour pouvoir un peu découvrir un peu la fédération et écouter tes commentaires aussi. Ouais, ok. Et j'avais eu l'occasion d'en écouter un. Je crois que c'était le premier épisode je crois qu'il était sorti sur le net l'année dernière, il me semble. J'avais pu écouter, c'était assez sympathique à écouter. Et voilà, avec qui tu commandes déjà? J'ai oublié le nom. Grégoire Hello. Grégoire Hello, qui est un spécialiste du Japon, je crois. Spécialiste du Japon, qui travaille aux éditions Kurokawa, qui a amené Full Metal Alchemist en France, entre autres. Enfin, c'est un gros nom. Ah oui, d'accord. Japonaise en France. C'est un grand pont du critique du jeu vidéo également. D'accord. Ah, ben c'est. Et est-ce que tu fais des. Ancien, comment s'appelait ce magazine de jeux vidéo il y a longtemps là Play Magazine. Je sais plus. Je sais pas, franchement. Ouais, je sais plus. Playboy ? Enfin bon, bref. Ah non, c'est pas ça. Pardon, excusez-moi. Joypad, ancien Joypad, Grégoire. Voilà. Est-ce que tu as des liens avec. Vu que tu travailles pour le groupe AB aussi, je me demande si tu as des liens avec Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Non. Ah, tu me piques ma question. Christophe, c'est quelqu'un que je connais depuis un moment. Enfin, je le connais superficiellement. Je l'ai rencontré sur des shows quand j'allais voir des shows qu'il présentait en France. Je l'ai rencontré, je discutais pas mal de fois avec lui, mais on n'est pas, on se connaît superficiellement. Je le croise parfois chez AB sur des séances de shooting photo ou de bande-annonce. On discute un petit peu, mais je n'ai pas de lien particulier avec lui. Et Philippe, je l'ai croisé une paire de fois également. C'est quelqu'un d'extrêmement sympathique qui est venu nous donner des conseils, Grégoire et moi-même, pour notre premier jour chez AB. Il nous avait conseillé un petit peu sur les commentaires et notre façon d'attirer un public et ce genre de choses. Donc voilà, je le remercie d'ailleurs toujours pour ça. Je sais pas si... En tout cas, voilà. Je voulais aussi savoir, est-ce que tu avais été contacté pour faire quelques petits remplacements pour NT1 de temps en autre? Non. Non, jamais? Non, ça m'est jamais arrivé. Non. C'est ça, Sylvain Garnelec qui. Ouais, Sylvain, on sait que ça lui arrive assez régulièrement. Ouais, c'est le remplaçant. Ouais, c'est le remplaçant titré, ouais. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, je salue Sylvain. J'espère qu'il écoutera. Ça fait longtemps que je lui ai pas passé un coup de fil et je vais faire on espère qu'il écoutera ce podcast, Sylvain Garnelec. Il est le bienvenu quand il veut. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je suis là. Ah ben voilà, Pierre, on a fait un hors-base. Ah, tu disais justement pour le groupe AB aussi, on sait que c'est pas forcément les meilleurs. Enfin, je sais pas. Pour enregistrer les commentaires, en fait, c'est quoi les conditions? Est-ce que vous êtes enfermé dans une petite salle, vous regardez les shows ou des trucs comme ça? Enfin, je sais pas. C'est quoi en fait l'environnement au niveau du boulot, quoi? On est dans un studio en face on a un écran chacun qui diffuse l'émission qu'on commente et nous commentons par-dessus à l'aide d'un micro et d'écouteurs pour avoir un retour. Donc rien de bien sorcier, rien de différent de ce que le cliché laisse entendre, en tout cas. Bah moi je voudrais savoir comment tu peux présenter un catch comme c'est pas forcément la plus grosse fédération en France. D'accord, ok. Alors la question que je te pose, c'est laquelle la plus grosse fédération de catch en France? Je sais pas, les fédérations les plus connues en France, c'est plus la WSSR ou les CWA, quoi. C'est peut-être parce qu'elles sont plus vieilles, mais... La FFCP aussi. Ouais, aussi. Pour laquelle je travaille d'ailleurs, la FFCP également. Ah ouais. Comment présenter une catch, j'en sais rien. On est basé donc dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Nord à Tourcoing précisément. Et c'est un projet qui est né, c'est un projet dont j'ai pas été l'instigateur.
en réalité. C'était un projet notamment de Ludivine, un projet de fin d'études qui était de monter un show de catch pour son examen de fin d'année, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai été contacté, moi, par Xavier Trédaniel. Je ne sais pas si ça vous parle, j'espère que ça vous parle parce que c'est un excellent arbitre qui était censé commenter le show et il m'avait appelé pour que je le fasse avec lui. Et N-Catch est une promotion très jeune, on existe seulement depuis juin 2009, on a 3 ans d'existence. Et la volonté d'N-Catch au départ, c'était de sortir de shows proposés dans des grandes salles avec des grands néons blancs, de casser cette image un peu anti-sexy du catch en France. Et voilà quoi, je sais pas comment t'expliquer, on a un roster de catcheurs montants qui sont bookés ailleurs. Je suis content que Tristan Archer soit notre champion également. Ça peut donner une assez belle image, je pense, de l'association. On se produit, on a peu de dates cette année, en 2012. C'est pas une super année pour le catch en France, 2012. De toute façon, que ce soit pour nous ou pour les autres. Mais ce qui a fait, je pense, notre popularité, ça a été la Super N Cup à Paris Manga. Ça nous avait donné pas mal d'expositions l'an dernier, il y a 2 ans. C'est un tournoi que j'ai mis sur pied avec Sturi, Philippe, donc Marcignac, qui bosse avec moi au booking d'N-Catch, avec ceux qu'on juge être les catcheurs en vogue en France. Et on a aussi Jonathan Gresham qui vient catcher, qui est ancien, enfin pas ancien, toujours CZW, qui a lutté également à la Chikara, qui est à la Fight Club Pro et dans d'autres promotions en Angleterre. Et on aimait bien faire catcher des mecs de la FFCP, comme Rosto, comme Striker. On a fait catcher aussi des anciens ICWA comme Roméo, qui est notre champion Delta. L'idée, c'était vraiment de faire un melting pot de ce qu'on trouvait être le meilleur en France. Voilà, on va dire ça comme ça. Ah oui, c'est quand même déjà bien développé, oui. Justement, j'avais demandé par rapport aux stars, enfin quelques stars étrangères. Est-ce qu'il y a des Japonais, par exemple, qui sont passés ou qui vont peut-être passer? C'est jamais arrivé encore d'avoir des catcheurs japonais parce qu'on ne travaille malheureusement plus avec Paris Manga depuis peu. Et nous, on a toujours eu 2 ou 3 noms de catcheurs qu'on aimerait booker chez N-Catch, mais pour l'instant, ça c'est pas fait dans l'immédiat. On a bossé notamment sur le FanFest de TSZ Wrestling il y a quelques temps. Avec Ted DiBiase senior, avec Daivari, on a fait catcher plusieurs fois Joey Legend chez nous. J'ai entendu Ted DiBiase. Pardon ? J'ai entendu Ted DiBiase. Oui, Ted DiBiase, oui. en juin 2010, ça veut dire les messes, un show N-Catch TSZ Wrestling, voilà, pour le Fan Festival où il y avait Bootus Beefcake. Ah, c'est sympa ça. Bootus Beefcake est venu mettre une mandale à Sturi dans notre ring, notamment. Voilà. C'est bien ça. Et dis-moi. Vas-y, Orbaz. Ouais, parce que tu disais que en fait c'était une mauvaise année pour le catch français et tout. Est-ce que tu penses que l'effet catch en fait est en train de s'essouffler comme on voit Catch Attack qui est déprogrammé et repoussé, enfin déprogrammé, qui est repoussé très tard dans la nuit, tout ça. Ouais. Qu'il y a beaucoup moins de monde qui regarde et tout. Est-ce que tu penses pas que justement que c'était un effet de mode et que là c'est passé quoi? Alors, j'aurais pas pu répondre à ça il y a 1 mois ou il y a 15 jours, parce que je me suis vraiment posé la question. Je pense j'arrive pas à associer la baisse de fréquentation, le nombre de shows en France de catch dans les shows live de diverses promotions françaises à l'audience télé. J'arrive pas tellement à faire le lien avec ça, mais par contre, il y a des raisons assez claires. C'est que là où tu me dis que l'effet catch est terminé, c'est pas exactement ça. C'est que en France, vendre un billet, vu qu'on a un public très jeune de spectateurs, en termes de spectateurs, c'est quoi? C'est du 8-15 ans, des assidus de catch grâce à Catch Attack notamment, peut-être. Tu vends jamais un seul billet, quoi. T'en vends 3. Et les parents en ont peut-être un peu marre d'acheter des figurines de l'Undertaker à leurs gamins. De les amener à des shows de catch en veux-tu, en voilà, surtout s'ils habitent en région parisienne ou dans le Nord-Pas-de-Calais où il y en a une chier plus 12. Ce qui est tout ça pour dire que l'effet catch, je pense pas qu'il soit passé, notamment après
cette histoire de départ de Christophe Ajus qui a créé un tollé sur les réseaux sociaux, qui a créé des réactions en masse de supporters du catch sur RTL9 et sur NT1 qui voulaient son retour. Je pense que c'est la preuve que le catch en France n'est pas du tout en train de mourir, et les audiences de Dragon Gate Pro Wrestling sur manga nous montrent qu'il y a toujours un marché à exploiter, quoi. Le catch en France, ça a toujours été ça, même dans les années 90. Tant qu'on lui laisse une chance, ça marchera. Il suffit de laisser une chance au catch. C'est pour ça que le catch a marché en 2005, notamment quand c'était au top. C'est qu'on lui a laissé une chance en prime time et qu'on le proposait tout simplement, quoi. Les gens de la télévision qui dirigent les chaînes de télé sont ceux qui connaissent le moins le catch, généralement. En général, c'est triste. C'est pas faux. Ça, c'est triste, c'est dommage. Je pense que 2012 est une mauvaise année pour le catch, notamment en France, pour des raisons surtout politiques, qu'autre chose, des remaniements ministériels, des changements de gouvernement. Peut-être que les mairies n'ont pas tout envie de se mouiller. Merci Sébastien sur le chat. D'ailleurs, je voulais en parler de ça, du CLPod tout à l'heure peut-être, mais merci Sébastien Stone, hein, de petits messages sur le chat entre parenthèses. Bref. Et tout ça tu peux en parler du CLPod. Hein. Le catch est cyclique, de toute façon, c'est connu, ça reviendra. Et le gros problème du catch en France, c'est qu'il y a eu trop de choses et trop de mauvaises choses qui ont été proposées aux gens. Et il suffit d'une fois. Hein. Il suffit d'être enfant, d'avoir des parents qui ont des œillères ou qui sont fermés d'esprit et qui vont assister à un mauvais show de catch qui va pas les faire rêver, qui va être produit par des promoteurs qui pètent plus au leur cul, mais qui ne connaissent rien à rien. Qui vont faire lutter des catcheurs sous-entraînés, qui vont faire lutter des catcheurs qui sont laids, qui n'ont aucune technique, qui sont dangereux pour eux et pour les autres. C'est suffisant pour que ces gens-là ne retournent pas voir les catcheurs. Il y a eu trop de promotions et de pseudo-professionnels du catch qui ont essayé de proposer des galas de catch. Et qui aurait dû continuer à faire du backyard wrestling, quoi, je pense. Hein. Et ça, c'est très mauvais. C'est très mauvais pour le catch. Il y a peu de promotions en France. Il y en a très très peu. Et je connais pas tout non plus. Mais j'ai vu des horreurs. J'ai vu des choses indicibles. J'ai fait des cauchemars encore récemment. Non, c'est dégueulasse. Il y a des choses qu'il faut pas voir. Et c'est ça le problème du catch en France, c'est que c'est encore embryonnaire. Les gens sont pas éduqués. Il n'y a pas que le public qui est pas éduqué. Les fans les catcheurs sont tous éduqués au catch. Les promoteurs sont pas tous éduqués au catch. Tu peux parler du CLPod, hein, si tu en as envie. Non, je sais pas si je devrais. Enfin, c'est ce qui m'a lancé. Enfin, le CLPod. Mais tu peux, hein. Y a pas de problème. Le CLPod, c'était. Je suis assez content d'être invité ce soir parce que c'est une sorte de. J'ai une idée cliché de la boucle est bouclée et de retour des choses. Mais je peux me targuer avec mes meilleurs amis Rabi et Quinquin d'avoir lancé le premier podcast téléchargeable sur le catch. Il y avait, je crois, comment s'appelait cette émission de radio horrible, Fréquence Catch, qui marchait pas trop mal à une époque. Mais je suis content de vous dire que le premier podcast téléchargeable en France, c'était le CLPod. Et qu'on a lancé un petit peu une mode. Je ne sais pas si vous en êtes inspiré, si ça vous a lancé, ou je n'en sais rien. C'est pas la question. Tout ce que je veux dire, c'est que je me suis rendu compte très récemment, grâce à Rabi, qui discute parfois avec des anciens fans du CLPod, qui étaient sur Catchland. Après, on a migré sur Z Wrestling, dont on s'appelle Brainbuster. C'est là le souci du catch en France, c'est que les gens ne disent pas que c'est bien, jamais. Que ce soit sur les forums, sur les sites internet ou par mail, c'est très dur d'avoir des retours positifs de ce qu'on fait. Quand on est analyste, quand on est présentateur, je pense que vous en chiez aussi avec ça. Ouais. Et le problème, c'est que quand j'en parle autour de moi, c'est que les gens ont tous l'image cliché du catch et ils veulent même pas essayer de s'intéresser une seconde, quoi. Ils comprennent pas que ils savent que c'est scénarisé, mais ils veulent pas faire la part des choses entre une série. Ils comprennent pas que ça peut être suivi comme une série télé, en fait. Alors ça dépend de ce que tu regardes après, mais si tu regardes de la WWE, en fait, tu peux le voir comme ça, oui, tout à fait. Moi, c'est un argument que je sors aussi parfois. Oui, ouais. Et le CLPod, c'est. Je suis commentateur donc sur manga, je suis commentateur live, booker, mais ce qui me procure un pied monstrueux, c'est d'être chroniqueur et analyste. Enfin, j'ai commencé avec ça, j'ai fait des chroniques horribles sur plein de sites quand j'étais jeune, quand j'avais de 15 à 20 ans, que ce soit sur la Wrestling Clinic, sur Catchland, voilà. Et
Et j'ai commencé comme ça et j'ai appris récemment qu'on avait une fanbase incroyable. Et ça, je ne le savais pas. Je l'ai appris avec 2 ans de retard. Et en ce moment, gardez vos miches au chaud parce qu'on peut-être, il y a des discussions avec Rabi et Céline et Quinquin, donc, qui ont présenté avec moi à Bordeaux le Cielpod et le Brainbuster. Il est possible qu'on revienne bientôt. Il est possible qu'on se dise, tiens, bon, on va lancer une émission puis voir ce que ça va donner. Voilà. Ça, c'est une sacrée bonne nouvelle, ça. Ouais. Alors pourquoi pas la donner relativement en exclusivité à Wrestlers Radio. Ça me fait plaisir de la donner dans un podcast. Rien de sûr, mais on en parle. On en parle énormément. Après, ce qui est compliqué, c'est que je me suis toujours juré de ne pas donner mon avis sur le catch tant que j'étais impliqué publiquement là-dedans. Donc j'ai essayé de faire un travail sur moi. On verra ce que ça donne. Après, si je peux ajouter un truc sur ce qu'a dit Norbert, il disait qu'il n'y avait pas beaucoup de réactions par rapport à ce podcast, mais je tiens à le rassurer, même nous sur Vos Catch, on fait des reviews de shows et puis parfois des articles sur des sujets un peu plus généraux. On a généralement pas trop de commentaires, les gens lisent et puis ils passent, et si ça leur plaît, ils relisent, mais ils ne disent pas trop ce qu'ils en pensent, à part quelques-uns qui commentent, mais généralement on n'a pas trop non plus de réactions. C'est vrai, c'est souvent les mêmes qui commentent. Oui. En fait, c'est généralement les sites de catch actuellement, c'est plutôt fondé autour d'une communauté, et c'est souvent la communauté même qui commente, et les lecteurs, enfin le plus grand nombre en fait, ne fait que passer et lire et s'en va, quoi. Et c'est très compliqué maintenant, vu que sont à peu près tous établis, d'établir une communauté même dans un site, et de par exemple avoir un forum et tout, et avoir une base. C'est assez bien clair pour avoir des commentaires, des réactions tout le temps et tout. Donc, et puis il faut dire aussi que le catch sur le net, c'est un peu comme en France, hein, il y a un peu tout et n'importe quoi. Il y a de très bons sites, puis il y a des sites qui ne méritent pas, qui ne sont pas de qualité, quoi. Effectivement, ça c'est pas très faux. On ne voit pas du tout de qui tu parles, Vincent. Non, mais j'avais pas non plus d'exemple en tête, mais je sais pas, il y avait Darren, le rédacteur en chef de Vox Catch, il nous passait il y a 2 jours, je crois, un lien d'un site de catch qui venait d'ouvrir. Il y avait des fautes partout. Ça semblait être fait par des enfants de 10 ans. Non, mais cherche pas à comprendre. Ils se sont juste inspirés de moi, ne t'inquiète pas. Non, mais l'intention est bonne. Mais bon, voilà. Après, je peux comprendre que c'est difficile pour les gens qui essaient de suivre le catch via le net, avec tout ce qu'il y a, c'est pas forcément facile de s'y retrouver, quoi. Et puis il y a des choses pas mauvaises, hein. Je pense, je sais pas si c'est des potes ou si vous pouvez pas les blairer, et puis c'est pas important, mais il y a le catch c'est mon dada qui est en train de faire un live, qui est en train de monter un peu, qui est lancé par ce monsieur que j'aime beaucoup, qui est élève de l'école d'Encatch, qui se voudrait être arbitre. C'est mon ami Vincent, que je salue, et c'est pas mal non plus. Moi, je vais vous dire, j'ai pas beaucoup écouté Wrestlers Radio. Je crois que vous avez commencé au moment où nous on finissait le Brainbuster. Alors nous, on a commencé novembre 2010. Ouais, c'est à peu près ça. Et j'ai malheureusement pas le temps de trop écouter, même le catch chez mon dada. J'ai écouté une fois à la demande de Vincent. C'est pas mal, mais c'est important vous êtes une nouvelle génération, quoi. Finalement, je sais pas quel âge vous avez, mais vous êtes une nouvelle génération de chroniqueurs, et ça marchera peut-être pour vous. Moi, c'est comme ça que je suis rentré dans le catch live et à la télé. C'est parce que j'étais un fan comme vous qui aimait faire des analyses, des chroniques, et ça marchait pour moi. On sait jamais, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. Moi, je vous encourage à continuer. On l'espère en même temps. Ouais. Non, mais je sais bien, on a tous forcément un agenda quelque part et un plan de carrière. Mais, c'est sûr. Voilà, moi je vous encourage à continuer, surtout si vous avez Kevin qui fait de la radio maintenant, c'est un sacré appui. N'hésitez pas à vous en servir, sérieusement. Ouais, quand il a un micro, ça va mieux, mais bon. Salut Kevin, d'ailleurs, je l'embrasse. Et Kevin qui était au casting manga avec Norbert et Sylvain Garnalec. Tout à fait. Mais écoutez, on peut passer à la suite du programme. Oui. Merci Norbert pour cette superbe interview. Je vais surtout vous dire www.ncatch.com. Voilà, t'as bien raison. N'hésitez pas à nous suivre sur ce site internet. On est sur Twitter, sur Facebook. Sur Twitter, c'est Ncatch Wrestling. Tu peux même faire de la pub pour ton Twitter personnel si tu veux.
peux faire de la pub pour mon Twitter personnel. J'ai un Tumblr que j'essaye de mettre à jour régulièrement, ce qui n'est pas gagné. Ça, bah, c'est là Que j'ai je- lu d'ailleurs. Que j'ai C'est là lu que- d'ailleurs le dernier article sur Barry Windham. Ah, alors ça me fait plaisir de savoir que des gens ont lu l'article sur Barry Windham, parce que ça me tient à cœur, ce genre de catcheur qui est totalement oublié, mais qui était extraordinaire. Et je ne sais pas si vous avez regardé les matchs que j'ai mis en lien, regardez-les. Et vous Non, j'ai verrez. pas, Mec, j'ai pas eu le temps de regarder, mais enfin, en tout cas, c'est une période que je connais pas trop parce que, comme les autres, je suis un peu de la génération Catch Attack, donc je connais pas trop cette période des années 80-90, mais c'est ma en tout grande cas, ça cam. a l'air d'être un bon catch en tout cas. J'essaie de regarder je la confirme, match. oui, c'est vrai. Ouais. En tout cas, mérite ça. je peux juste finir. Je suis désolé de prendre de la place sur le temps d'antenne, mais regardez, pour les gens qui écoutent, allez voir du catch en France. C'est la meilleure manière que vous allez pouvoir trouver de soutenir le catch. Allez voir du catch en France. Moi, j'essaierai Déplacez-vous. quand même. J'étais allé J'habite voir un show de catch de la Wrestling Star il y a quoi, il y a 2 ans maintenant, l'été d'il y a 2 ans, ouais. C'était plutôt pas mal, c'était plutôt assez bien réalisé avec, je crois que c'était Lee Gordon qui était au micro avec je sais plus trop qui. Celle qui commente. Ouais, celle qui commente. Il y en avait vu Flash Gordon, des bons, enfin des petites légendes françaises quoi. C'était assez sympa. Déplacez-vous, quoi. La France, c'est un petit pays. Il y a des fans de catch aux kilomètres qui vont. Le Texas, c'est un État aussi grand que la France. Déplacez-vous, c'est rien, quoi. Sérieusement, si vous aimez le catch, soutenez le catch, quoi. Vraiment. Soutenez le catch et soutenez le catch. Merci beaucoup. Voilà, J'habite pas loin, j'essaierai. Écoute. ok, merci. Ben écoutez, on peut passer à la suite des sujets Ah, avec. Juste peut-être une question de Sébastien sur le chat, une dernière. Ah oui. Alors je sais pas si la question a été posée, mais Norbert, qu'en penses-tu de la TNA à l'époque du Brainbuster? Vous étiez plutôt anti-TNA, ça a évolué depuis? On n'a jamais. Alors, ça, c'est des choses qu'on avait dans des mails de gens qui nous écrivaient pour qu'on lise leur courrier et poser des questions. On n'a jamais été anti-TNA. Moi, mon point de vue sur la TNA, il est compliqué parce que c'est la première promotion indépendante à l'époque que j'ai découverte en 2002. En 2003, c'était, je crois. Et ça me faisait rêver parce que moi, je suis alors, malgré les grosses merdes qu'ils ont fait, je suis un inconditionnel de la WCW. Je suis un gros fan de WCW parce que WCW, c'est une école de ce qui était excellent et de ce qui était mauvais. Et je pense que si on devait donner des cours magistraux de catch, le meilleur support qu'on pourrait utiliser, c'est des Nitro et des pay-per-view WCW, sans aucun doute. Et la TNA, c'était au début, quand ils étaient en pay-per-view et qu'ils n'avaient pas Impact encore, c'était vraisemblablement ce que faisait WCW de mieux à l'époque, c'était prendre des stars. Il y avait Road Dogg, il y avait R-Truth, il y avait Jeff Jarrett qui était dans le main event, et en dessous des poids légers, il y avait la X-Division avec Jerry Lynn, Daniel Skipper, Loki, il y avait AJ Styles qui débutait à l'époque, c'était extraordinaire, c'était fou, c'était nouveau. Et après, bon, entre ça et Hulk Hogan, il y a eu beaucoup de choses et il y a beaucoup de mauvaises choses. Il y a Vince Russo qui a fait beaucoup de mal à la TNA, le booker. Ouais. Oh, c'est pas le seul responsable, loin de là. Oula, Au niveau c'est des... bizarre. Il On en lui fait jette partie, souvent la quoi. pierre au Vince Russo, mais il n'est pas seul. Et puis c'est pas parce qu'il est parti que la TNA avait forcément retrouvé. C'est pas parce qu'il est parti Bonsoir. qu'elle va mieux, c'est ça aussi. Je confirme. On n'a jamais été anti-TNA. On est toujours frustré avec Rabi, parce que Rabi m'a appelé tout à l'heure. Et il m'a dit, est-ce que tu as vu la fin du dernier Impact? Et j'ai dit non. Et donc il m'a appelé à l'aide parce qu'il était sur le point de faire un malaise d'angoisse à cause de cette absolue horreur. Apparemment, il m'a décrit ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous voulez en parler dans l'émission. Tu peux, oui, allez. Il y a une histoire avec, je crois, ils ont monté une storyline avec AJ Styles, Dixie Carter, Kazarian Daniels et une gonzesse. Une gonzesse qu'on ne connaît pas, qui est enceinte, qui est droguée, je sais. Et ça a l'air, mais. La femme à Jeff Hardy. Et la fille de Jake Roberts. Mais tout ça pour dire que TNA, c'est une promotion frustrante parce qu'ils ont peut-être le meilleur roster du monde. Et il y a toujours un moment où TNA c'est génial. Il y a toujours un moment où TNA c'est super bien. La meilleure période de TNA, ça a été vraiment la période juste avant qu'Hogan arrive, quand Nigel McGuinness ou Desmond Wolfe est venu attaquer Angle. Il y avait AJ Styles qui cartonnait à l'époque, etc. Et Hogan est arrivé et tout ça est tombé aux oubliettes. Et TNA, c'est toujours comme ça. C'est toujours de la merde. Tu vas avoir un mois de trucs géniaux où tu vas être c'est super bien, enfin on nous donne ce qu'on veut. Et d'un seul coup, ils vont te prendre une storyline dégueulasse qui va te niquer tout intérêt en la promotion. Et je sais pas, je suis booker d'une promotion française, d'une petite promotion, et je comprends pas qu'on ne comprenne pas le booking de catch. Je sais.
quand on est booker, surtout qu'il y a des mecs qui ont booké là-bas qui sont quand même des mecs qui sont là depuis longtemps, genre Dodge Mantel. Par exemple, Vince Russo, il est là depuis des années. Il sait ce qui marche, il sait ce qui marche pas. Je veux dire, il a eu un coup de bol avec les Ratitudes et encore, il s'attribue beaucoup de choses qui ne sont pas de son idée, apparemment, Vince Russo de l'époque. Mais je pige pas qu'on ne retienne pas des leçons du passé. C'est un truc que je ne comprends pas dans le booking. Que ce soit à la WWE ou à la TNA, il y a des choses à pas faire et je comprends pas qu'on continue à faire ça, quoi. Surtout que TNA, ils ont un public facile, quoi. Ils ont un public facile qui est toujours le même. Ça, je pense que ça les dessert aussi. Je pige pas que TNA continue à faire les mêmes erreurs. Qu'ils fassent les mêmes erreurs qu'il y a plombé WCW et ils n'ont pas le pognon de WCW. Pour la WWE, par exemple, on remarque tout le temps qu'il y a une routine en fait. En fait, il y a WrestleMania, une grosse période de creux. Ça se réanime autour SummerSlam, on a un été assez pas mal. Après, on a une période de creux, ça se réactive près du Royal Rumble et pour WrestleMania. Et ça tourne comme ça pendant un moment en fait. Et c'est chiant parce que tu as l'impression de tourner en rond et qu'ils n'arrivent pas à mettre une certaine stabilité dans la qualité des shows et c'est chiant. Enfin, c'est un avis personnel. En tout cas, je suis totalement d'accord avec Norbert parce que moi qui fais les reviews sur le sketch sur la TNA, des fois on a de très bons shows qui sont hyper bien bookés. Il y a une logique dans les storylines. Puis il y a des fois, ils nous sortent des rivalités, comme par exemple la rivalité que tu parles de Styles, Daniels, Kazarian. Ça fait 6 mois qu'elle dure. Ça fait 6 mois qu'on a quasiment rien, ou c'est des trucs sortis de nulle part. C'est comme la rivalité aussi Pouliret, Abyss. Enfin, ça fait 6 mois qu'on sait très bien que le personnage le personnage de Joseph Parks est joué par Abyss, mais ils s'entêtent à essayer de créer un truc autour, et ce qui a donné à Slammiversary de très bons matchs d'un côté et d'autres matchs totalement pourris comme celui avec Pouliret et Abyss. Alors, une dernière chose, n'oubliez pas que j'ai entendu, je ne sais plus qui a dit tout à l'heure, vous étiez de la génération Catch Attack. Là où je ne suis pas d'accord, Vincent, c'est que le temps, qu'on laisse du temps, que ce soit 1 an ou 6 mois, c'est jamais négatif. Parce que vous êtes habitué au pay-per-view tous les mois, vous êtes habitué à un renouvellement incessant dans les storylines, etc. À l'époque, en 90, à la WWF, les rivalités, ça durait 1 an, bon poids. Et c'était chouette parce qu'il y avait 5 pay-per-view par an. 4 même la plupart du temps, parce que King of the Ring n'a pas duré très longtemps finalement. Mais la clé, c'est de gérer le temps. La clé, c'est de faire les montagnes russes avec les sentiments des gens, je pense, à long terme. Tu peux pas faire ça quand tu es promoteur de catch en France, parce que tu n'as jamais de date régulière. C'est rare de retourner dans la même ville tous les ans, à part pour la WS qui est blindée de dates. Mais quand tu as un produit télé, le catch, il ne faut pas oublier que c'est pas un produit télévisé au départ. Le catch a dû s'adapter à la télévision. Et il s'était bien adapté. Mais maintenant que WWE propose des pay-per-view tous les mois, c'est dur pour eux, je pense, aussi à leur décharge, de pouvoir se renouveler régulièrement et de qualité de manière permanente. Plus tu fais de tentatives, plus tu échoueras. C'est logique. Voilà. Et n'oubliez pas que dans les années 90, les rivalités c'était très long. Bret Hart, Jerry Lawler, par exemple, la rivalité entre eux a duré du King of the Ring 93, donc en juin 93, jusqu'au King of the Ring 95. Et c'était super. C'était génial. Et on a été habitué comme ça. Moi, je dégueule cette fréquence de pay-per-view et ces changements de titres qui restent pas dans les mains des gens, exception faite à CM Punk récemment. Mais c'est le problème, je pense aussi. C'est ce nouveau rythme qui est récent de WWE, qui a quelques années, auquel on n'arrive pas, nous, les gens de la vieille école, à s'adapter. Voilà. Je crois que je me suis mal exprimé. C'est pas le fait que ça a duré 6 mois qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est que ça a duré 6 mois, mais qu'il n'y avait pas eu vraiment de construction en fait. C'est que ça a traîné en longueur, mais qu'il n'y avait pas de construction, qu'ils n'arrivaient pas à tenir les gens dans les... Personnellement, j'aime bien Kazarian, j'aime bien Daniel, j'aime bien Edge, mais j'ai trouvé que la rivalité ne les mettait pas en valeur et que c'était juste une rivalité pour les occuper en fait, et qu'il n'y avait pas de... Enfin, je sais pas, la rivalité me passionnait pas. Et comme ça dure un petit peu depuis 6 mois et qu'on a eu des matchs, mais c'était pas vraiment... Enfin, c'était... Je sais pas, là, ça s'active depuis 1 mois, mais je trouve que les 5 premiers mois, ils ont pas été très constructifs en fait. C'est ça qui me gêne, c'est pas la longueur dans la rivalité, c'était plus le fond en fait. Vu qu'on parlait de TNA, n'hésitez pas à aller écouter le dernier numéro d'Impact Wrestling qui est sorti la semaine dernière, animé par notre cher Vincent. Et je propose qu'on passe maintenant à No Way Out. Ouais. Enfin. Allez, c'est parti, un petit jingle avec le générique de No Way Out et on se retrouve tout de suite après.